Cette personne a été déterminante dans ma vie, très déterminante. Ils ont croisé un jour le chemin d'une bonne étoile. Il n'y a que lui qui pouvait comprendre mes douleurs. C'est certainement un de mes meilleurs médicaments dans tout mon parcours. J'ai pu m'accrocher à elle, j'ai pu lui confier des choses. C'est peut-être la personne qui me connaît le mieux aujourd'hui. Il a su trouver les mots sans mettre la pression. Une rencontre qui a changé leur vie et qui leur a permis de prendre un nouveau départ. Elle a représenté pour moi un pilier, quelqu'un sur qui j'ai pu compter. Sans elle, je pense que ça n'aurait pas été la même chose. C'était quelqu'un de fondamentalement honnête, de droit, et qui était persuadé que de toute façon, tout le monde avait le droit à une deuxième chance. Involontairement, tu le sais pas, mais je pense que tu m'as sauvé la vie. Sur le plateau de Toute une histoire, ils rendront hommage à leur ange gardien. Un grand merci pour tout ce qu'il a fait, la patience qu'il a eue. On dit jamais assez merci dans ces moments-là. Merci beaucoup Sophie, c'est extraordinaire. Merci. Merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau. Il arrive parfois que l'on prenne un mauvais départ dans la vie ou que celle-ci bascule du jour au lendemain, puis le destin met sur notre route une bonne étoile qui, sans le savoir, nous aide à changer le cours de notre vie. Eh bien, les invités que je reçois aujourd'hui en savent quelque chose. Ils ont un jour croisé le chemin d'une personne qui leur a permis de prendre un nouveau départ. Ce sont donc des témoignages remplis d'espoir que nous allons écouter. Et en fin d'émission, Lydia et Martine nous donneront de leurs nouvelles dans l'Histoire continue. Mais on va d'abord commencer avec notre première partie, Destin croisé. Et on va saluer Damien. Bonjour. Bonjour. De qui êtes-vous venu nous parler aujourd'hui, Damien? Je suis venu vous parler de Laurent, mon pote Lolo, mon super copain Lolo, à qui je dois beaucoup, à qui je dois ma renaissance. Votre copain ou votre ami? Les deux. C'est mon ami, mon copain, mon frère. Voilà. Et je suis très très fier qu'on soit copains ensemble et amis surtout. Alors, pour mieux comprendre votre histoire, je vous propose de remonter un peu dans le temps. À quelle période de votre vie votre dépendance à l'alcool est-elle apparue? Ma dépendance à l'alcool a commencé à apparaître vers l'âge de 30 ans. Et plus ça allait, et plus je me suis aperçu que j'avais vraiment des gros soucis. C'était de pire en pire, et plus ça allait, plus les mois passaient, plus les années passaient, et plus je buvais. Alors, vous étiez dans quelle situation à l'âge de 30 ans? Comment ça a commencé? Je travaille dans la restauration depuis de nombreuses années, et les années passaient, et puis avec le stress, la pression, beaucoup de boulot en permanence, on essaye de se trouver un exutoire, un échappatoire, et puis pour plus ou moins, je pense, cacher une certaine timidité. J'avais trouvé que c'était une bonne solution, et puis je suis tombé là-dedans. Qu'est-ce que vous bêtement. buviez? Alors, ma boisson de prédilection, c'était le bourbon. Mais le bourbon, pas avec de l'eau, pas avec de la glace, hein, le bourbon sec. En quelle quantité? C'était des très grosses quantités, de plus en plus. J'étais capable de boire 1,5 litre de bourbon par jour sans que ça se voie. Sans que ça se voie. Donc vous aviez une résistance J'avais une résistance, une grosse dépendance à l'alcool, et j'étais capable de travailler sans souci. Et il y a bien des gens qui sont tombés des nues en s'apercevant que je buvais, parce que je suis quelqu'un d'assez volubile, exubérant, enfin ainsi de suite. J'aime les gens, je suis tactile, j'aime les gens. Quand j'aime les gens, j'aime les gens. Et d'un seul coup, ils se sont dit, mais c'est pas possible. Et en fait, si, j'étais devenu super dépendant. Comment vous avez réalisé la gravité de la situation? Il y a un moment où vous êtes arrivé à un accident, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé quelque chose d'assez dramatique. J'étais parti faire des vendanges. Je faisais un petit break. J'étais parti faire des vendanges à Saint-Amour. Et un soir, vous savez, les vendanges, c'est très festif, enfin, ainsi de suite. Et un soir, j'étais en train de faire le clown, comme d'habitude. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez grave. Je suis tombé d'une falaise. Enfin, d'une falaise,
d'une assez grande hauteur. En dessous, il y avait un char de foin qui servait de décor pour la ville. Et il y avait des grands pieux à la verticale. Et je suis passé à travers les pieux. Et j'ai atterri dans les fleurs. Et quelque part, je me suis dit, à ce jour-là... les pieux sont passés à travers de vous? Je suis passé à travers... c'est-à-dire, je suis passé entre les pieux. Entre les pieux. Je suis passé entre les pieux. J'ai atterri dans les fleurs de ce fameux char. J'ai regardé la falaise. Et là, je me suis dit... Ce jour-là, j'ai failli passer, j'étais limite. Vous vous êtes dit quoi? J'ai un ange gardien, j'ai une bonne étoile Je me suis dit surtout qu'il fallait que je fasse quelque chose et qu'immédiatement, il fallait que je prenne les choses en main et que j'aille me faire soigner parce que là, ça ne pouvait plus durer. Alors, qu'est-ce que vous avez entrepris? J'ai décidé de me faire soigner, j'ai été voir un spécialiste, j'ai été me faire soigner. Donc vous êtes allé voir un addictologue? Un spécialiste en alcoolologie, quoi, en fait, ainsi de suite. Et puis je lui ai dit, voilà, ça suffit, je veux me faire soigner, je veux m'en sortir. Et puis, de toute façon, c'était plus possible pour mon entourage, ma vie de couple. De toute façon, il fallait que je fasse quelque chose. Vous étiez en couple? J'étais en couple à ce moment-là. J'avais ma fille Charlène. Et il fallait faire quelque chose. Donc vous avez fait une cure? Oui, j'ai fait une cure. Vous êtes resté combien de temps? Je suis resté 4 semaines. Et après, je suis ressorti immédiatement. Je n'ai pas fait de post-cure. Je n'avais pas envie d'en faire en étant persuadé que j'étais très fort. Et voilà, je suis ressorti. Et malheureusement, en ressortant, ma compagne m'a quitté. Elle avait raison, de toute façon. Et on s'est séparés pour ne pas faire mal à notre fille, entre autres. Est-ce que vous avez été suffisamment solide au moment où elle vous a quitté pour ne pas replonger? Je pensais. Je pensais que j'étais suffisamment solide, mais quand je suis rentré dans cet appartement vide, là, je me suis vraiment effondré. Mais quand je dis effondré, c'était chaud, quoi. C'était chaud et là, c'était assez catastrophique. Et de toute façon, 1 an plus tard, malheureusement, j'ai replongé. 1 an après son départ? 1 an après s'être séparés, pratiquement, oui, j'ai replongé derrière. Autant qu'avant? C'était pire. C'est-à-dire? C'était pire parce qu'à savoir que quand on s'arrête de boire, le cerveau se rappelle toujours du goût de l'alcool et ainsi de suite. Et dans notre cerveau, il y a des tiroirs. Et ce petit tiroir, malheureusement, je l'ai rouvert un jour. J'aurais jamais dû. Et quand on recommence et qu'on rechute, c'est pire. C'est 10 fois pire. Et là, je me suis mis à boire, mais comme jamais j'ai bu. Et là, ça a été l'enfer. L'enfer. Je me mettais à boire tous les alcools possibles, inimaginables, de plus en plus fort le matin de bonne heure. J'étais capable de boire du gin, de la vodka le matin très tôt. Rien qu'en me levant, la seule chose que je pensais faire, c'était en me levant. Je ne pensais même pas voir si ma fille était bien, si elle avait bien dormi, ainsi de suite. La seule chose qu'il fallait que je fasse, c'était retrouver les bouteilles d'alcool que j'avais gâchées, quoi. Et c'était une horreur. C'était une horreur, c'était de pire en pire, c'était de plus en plus tôt, c'était dramatique, à tel point que... Est-ce que votre entourage était au courant? Je pense que mon entourage s'en doutait, s'en rendait compte. Mais voilà, mes parents, je les sentais malheureux. Je voyais bien qu'il y avait un problème. Ils s'en doutaient, mais ils n'osaient pas trop m'en parler, ainsi de suite. Et votre fille? Et ma fille, alors ma fille, ça a été... ma fille, un jour, m'a dit... Elle m'a dit, écoute, papa, t'es le plus gentil papa du monde, je t'aime. Quel âge? Elle avait quel âge? Elle avait 8 ans. Elle avait 8 ans et elle m'a dit, écoute, papa, je veux pas que tu meurs. Je veux pas que tu meurs. Et en plus, il m'arrivait un truc dramatique derrière, c'est que j'ai eu un accident de moto qui était assez grave, où j'ai eu 7 côtes de cassées, la plèvre perforée. Et là, je peux vous dire que ça, ma fille, alors là, j'ai dit, maintenant, ça suffit. Ça suffit. Et puis, en plus de ça, à mon travail, il y a eu le travail où j'étais à l'époque. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a eu un déclenchement des exercices d'incendie. Et là, j'étais stressé, sans doute en manque d'alcool, enfin, ainsi de suite, parce que j'évitais de boire au travail. J'ai foiré mon exercice d'incendie et ça m'a valu de me faire licencier. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Vous n'êtes pas sorti? Non, c'est pas ça. Il y avait des consignes à cette époque-là à faire respecter. Il y avait des procédures à exécuter. Et ces procédures, je ne les ai pas exécutées dans le bon ordre. Et ça m'a valu de me faire licencier. Et ça a été très pénible. Et ce jour-là, une seule personne a pris votre défense? Oui, une seule personne a pris ma défense. Qui? Une seule personne a pris ma défense, c'est Laurent,
que je connais. Il venait d'arriver dans ma boîte où je travaillais et nous étions collègues de travail. Il n'y a que lui pratiquement que lui qui a décidé de ne pas voter le veto entre parenthèses sur ma personne et qui a été solidaire par rapport à moi. Il a refusé. Pour quelle raison? Il a refusé parce que c'était quelqu'un je pense, de fondamentalement honnête, de droit, et qui était persuadé que de toute façon, tout le monde avait le droit à une deuxième chance. Alors, vous nous raconterez tout à l'heure de quelle manière vous avez réussi à reprendre votre vie en main grâce à cette rencontre avec Laurent. Mais d'abord, on va faire connaissance avec Mégane. Bonjour. Très jolie Mégane, vous avez 18 ans. Oui. Vous n'avez pas de point commun avec Damien. Pourtant, vos destins ont quelques similitudes. En quoi vous retrouvez-vous dans son témoignage? Eh bien, il y a 1 an de ça, je suis tombée dans une spirale qui s'appelle la spirale de l'anorexie. Je suis tombée très rapidement malade. Je devais retaper mon année, redoubler. Ça a été un coup dur pour moi. Et après, il y a eu plusieurs événements qui ont été durs pour moi et ça m'a fait effondrer. Je me suis focalisée dessus. Et on perd l'estime de soi, on n'a plus de repères et je voulais un idéal. Alors on se repère dans les magazines, les trucs de mode. Et on se concentre par rapport au régime, on veut être parfaite. Et voilà. Donc il y a 1 an, vous aviez quel âge? Vous étiez... Je dirais que ça a commencé vers 16 ans et demi, 17 ans. Donc vous étiez au lycée? C'est ça, je rentrais en lycée. Et c'était dans un nouveau lycée. Et je connaissais personne, j'avais un peu du mal à m'intégrer. Et j'avais donc très peu d'amis, surtout une seule amie. Et avec elle, niveau scolairement, c'est vrai que j'ai commencé à plaire. Donc j'ai commencé à m'amuser avec des garçons. Et puis après, je me suis attachée à un et ça a été, disons, la goutte d'eau qui a débordé du vase. Et je suis tombée en dépression. Il vous a repoussé? Disons que c'était un don Juan. Et c'était une histoire, une petite amourette, mais au final, je me suis pas mal attachée. Enfin, j'étais pas très bien dans ma peau déjà, et je pensais que je plaisais, que j'étais belle, enfin voilà, que c'est bon. Et non, en fait, je me suis sentie... Enfin, ça a été un cumul de choses qui fait qu'il fallait absolument que je trouve une issue, et du coup voilà, je me suis perdue. Vous pesiez combien de kilos au moment le plus terrible de cette période d'anorexie? Eh bien, à 37 kilos, j'ai été hospitalisée en service pédiatrie dans un hôpital. Et j'y suis restée 2 mois. Et pendant ces 2 mois, j'ai perdu encore. Je suis arrivée jusqu'à 34 kilos. Donc là, vous étiez vraiment en danger de mort, quand même. C'est ça. Je ne me contrôlais plus, je ne contrôlais plus rien. J'ai été... donc pendant 1 mois, j'ai fait de l'isolement. Donc j'ai été coupée du monde. Ça a été vraiment très dur au départ, surtout le fait de se réalimenter, le fait de remanger, d'être seule dans sa chambre, confrontée à son plateau. Pourtant, les médecins sont spécialisés. On passe de demi-portion à complet, enfin progressivement, donc 3/4 puis complet. Et rien que demi-portion, c'était juste pour moi comme infaisable. Enfin, il y a la culpabilité qu'on ressent à l'intérieur et il y a aussi le fait tout juste de réingurgiter quelque chose. C'est comme si... On a l'impression que c'est tellement énorme, enfin, je ne sais pas comment décrire, mais c'est juste hyper douloureux. On a du mal à comprendre pourquoi on vous coupe comme ça de tout le monde, pourquoi cet isolement, pourquoi ces conditions si terribles. Il paraît que c'est pour se recentrer sur soi-même, sur ses problèmes. Et je pense qu'au final, ça a été, enfin, avec du recul maintenant, je dirais que ça a été quand même bénéfique puisque j'ai pu prendre du recul sur beaucoup de choses. Et sur moi-même, sur ma vie, mes problèmes. Et ensuite, quelques mois plus tard, j'ai réussi à terminer mon hospitalisation et je suis passée en hôpital de nuit, c'est-à-dire que j'ai pu faire ma rentrée un petit peu en retard. Et j'ai été en terminale et c'est là que j'ai rencontré une amie qui s'appelle Coralie. Et elle voulait... À l'hôpital, vous l'avez rencontrée? Oui, elle était en hôpital de nuit aussi. Elle était hospitalisée depuis un certain temps. C'est quoi un hôpital de nuit? On rentre le soir, on repart le matin, c'est ça? C'est ça. En fait, on mène sa vie dehors, on est libre. Et on étudie, on a une activité généralement. Et le soir, on rentre à la clinique, à l'hôpital, et on dort. Donc vous étiez les 2 canons du service, si je comprends bien. Je dirais pas ça. Hein. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Coralie?
Bien, avec Coralie, notre première rencontre, ça a été qu'elle étudiait, elle voulait passer le concours d'assistante sociale. Et le premier truc, quand je l'ai abordé, c'était par rapport à ça. J'ai été surprise, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle faisait là, comment ça se passait et tout, parce que je ne connaissais pas les nouvelles règles, entre guillemets. Et elle m'a dit qu'elle passait donc son concours. Et après, donc, on avait ça en commun, parce que je voulais aussi faire assistante sociale. Mais pourquoi elle était là, elle? Elle était là, elle a été anorexique il y a quelques années, quand elle était plus jeune, et puis là, elle était hospitalisée pour boulimie. Vous nous raconterez tout à l'heure comment cette jeune fille que vous connaissiez à peine vous a donné la force de combattre la maladie. Mais d'abord, on va saluer Catherine. Bonjour. Alors, comme nos autres invités, vous aussi, vous avez fait une rencontre qui vous a aidé à remonter la pente alors que vous traversiez une période difficile. Pour mieux comprendre votre histoire, on va remonter à 1990. Pour quelles raisons cette année-là a-t-elle été si marquante pour vous? Déjà parce que dans ma vie, elle est marquée par un accident d'équitation. Et c'est un accident en plus familial. Mes enfants sont concernés dans l'accident, dont ma fille qui est autiste, l'aînée. Et on venait dans le cadre dans un cadre bien spécifique pour découvrir son activité. Et puis ça a été un gros chamboulement, on s'oublie, j'ai été gravement blessée. Mais mes enfants étant blessés, Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On est tombé sur une personne c'était en février 1990, et la personne n'avait pas débourré ses chevaux. Et pour la petite histoire, j'avais perdu mon amie dans un accident. Sa fille de 18 ans était avec nous. Et elle était bonne cavalière, heureusement. Et mes enfants, donc voilà, on était partis avec la personne qui était professionnelle, mais qui n'avait pas préparé ses animaux et qui avait des difficultés financières. Donc qui nous a vus, nous, arriver avec 5 cavaliers sur une promenade. On n'était pas forcément des cavaliers avertis. Et puis les chevaux, n'étant pas préparés, sont rentrés plutôt au box et ils nous ont désarçonnés, mais gravement. Et mes enfants, mon fils avait 2 poignets cassés et opérés avec des broches. Ma fille Lydie, qui est autiste, avait aussi poignets cassés. Mon autre fille qui est tombée, je dirais c'est celle qui est tombée sur la route et qui a eu des hématomes. Nous, on est tous tombés sur l'herbe et on a tous cassé. Et puis, moi, j'ai vu mes enfants tomber. C'était très difficile, très troublant, très paniquant parce que j'étais la dernière cavalière. Il y avait le père de mes enfants qui heureusement était là aussi et qui lui était à pied pour ma fille qui est autiste. Et puis moi j'ai plié sur les cervicales, voilà. Et le monsieur avait une coupure de téléphone. À l'époque en 90, il n'y a pas de portable. On est parti. Moi, on a tous été hospitalisés. Et puis quand mon fils est revenu du bloc opératoire, c'est là où il y a une forme de libération, où le chirurgien disait que nous, notre instinct, il criait parce que notre instinct maternel fait qu'on a un instinct animal. Et là, ça commençait à décompresser pour moi et c'était la catastrophe, la grosse. Vous êtes partie dans le coma à ce Oui, moment-là? Quand vous avez été rassurée sur vos enfants? Voilà, sur mes enfants quand ils sont revenus du bloc. Donc après, c'est enchaîné, ça a changé notre vie familiale. Il y a beaucoup de choses qui ont changé ma vie professionnelle. Et puis après, il y a eu des séquelles. Et il y a des interventions qui ne s'arrêtent pas qu'à une intervention du moment. Et il y a tout ce qu'on oublie, puisque mes enfants étaient concernés par l'accident. Donc il y a tout ce que certainement j'ai mis de côté et qui font que ça change totalement en fait une vie. Déjà sur un plan physique, les douleurs. Et c'est pas cette période-là que je suis en fauteuil, mais mon corps répond. Et puis il emmagasine. Il faut que je sois là parce que ma fille, elle est dépendante par son handicap. Alors 7 ans plus tard, vous avez eu un autre accident, un accident de voiture cette fois-ci. Et là, vos problèmes de santé se sont aggravés. Très gravement. Donc les médecins vous ont proposé de partir en cure pour récupérer. Oui. Alors là, on arrive en 2010. C'est quelque chose que je ne pouvais pas faire, la cure qui m'est fortement conseillée pour limiter aussi le problème des douleurs et de la dégradation.
Et c'est quelque chose, donc voilà, en 2010, j'ai 2 filles à charge encore, ma fille aînée, qui malgré tout a 37 ans. Ma fille est autiste et la difficulté, c'est la séparation. Donc de penser, à moi sur 3 semaines, c'est pas forcément envisageable, hein, c'est difficile à organiser. Donc j'ai fait un appel au pôle social de mon entreprise. Est-ce que vous vous souvenez de ce premier coup de fil? Oui, vibrant. 3 ans et 4 mois après, très vibrant. Très vibrant parce que quand on passe un coup de fil, on ne sait pas qui on a derrière, on est en situation, j'étais quand même demandeuse de quelque chose et je ne sais pas, voilà, donc cette personne, je ne la connais pas, on parle de mon histoire, il faut après étayer un dossier et puis j'aime pas du tout, j'aime pas la notion de pitié je voulais surtout pas... Enfin, je ne sais pas comment dire, le social, c'était important dans cette démarche, mais ce n'était pas non plus pour le côté pathétique. Ça se voit, vous le portez dans votre regard. Merci beaucoup. Vous avez un regard lumineux, gai, rieur, et malgré Oui. tout ce qui vous est arrivé... Des fois pleureur aussi. Et cette personne, quand on raconte son histoire, cette personne, il y a une sensibilité au bout du fil, une voix, quelqu'un qui devient en fait le porte-parole. Je ne connais pas les gens qui vont être autour de la commission, quand on monte ce dossier, on est toujours un petit peu humble, on hésite, il y a plein de choses qu'on ne veut pas forcément dévoiler, je n'étais pas forcément prête. Et puis je voulais protéger par rapport à mes filles, à mes enfants, et cette personne a été déterminante dans ma vie, très déterminante. Donc cette cure, malheureusement, elle n'a pas vraiment amélioré vos ennuis de santé. Comment les médecins vous parlaient de votre avenir? Qu'est-ce qu'ils vous disaient de votre santé? Malheureusement, quelques mois après, je suis paralysée. Les choses basculent à nouveau. Elles basculent gravement. Et on part en urgence. Et l'urgence, ça devient compliqué quand on a déjà un enfant qui dépend de soi et qu'on laisse tout le monde. On va fermer une porte, mais on n'a pas le choix. Et ma fille de 17 ans, Océane, c'était juste quelqu'un qui s'est beaucoup affirmé, en plus, dans l'histoire. Et j'ai eu la chance quand même d'avoir la famille. Ma belle-fille est venue aussi à domicile. Et ma sœur a été extraordinaire, parce qu'elle est venue tout de suite avec mon beau-frère pour prendre en charge ma fille. On vous a opéré et puis vous avez dû partir en rééducation pendant 6 mois. Sur qui vous avez pu compter alors pendant cette période de rééducation? J'ai la chance d'avoir des amis, j'ai la chance d'avoir une famille, mais on sait aussi ce qu'on protège. Quelque part, on vous appelle. Moi, j'étais en centre de rééducation. C'était très compliqué parce que la séparation avec Lydie. Et mes autres enfants aussi, ils avaient déjà quand même pas mal vécu de choses. Donc, c'est pas vers eux que je pouvais... En centre de rééducation, on a aussi une psychologue. On est pris en charge sur beaucoup de choses. Mais il fallait que j'avance et que cette rééducation puisse exister. Et là, il fallait vraiment que je pense à moi. Et il y a quelqu'un... qui a été très surprise de mon autre accident, c'est toujours Marie-Pierre, et qui n'avait pas lieu de me rappeler, et qui m'a appelée pour avoir des nouvelles, qui m'a appelée pour savoir comment mes filles allaient. Quand elle a su le nouveau drame un petit peu qui se jouait, elle connaissait ma situation. Donc elle a appelé. Donc tout ça par téléphone, vous ne l'aviez pas rencontrée? Jamais. Et elle était physiquement à quel endroit, Marie-Pierre? Marie-Pierre est à Paris et moi je suis dans le Cantal. D'accord. Donc c'est une amie filaire. Ok. Et donc elle a été à nouveau émue par votre situation et présente au téléphone surtout pendant présente. que vous étiez en rééducation. C'est-à-dire qu'elle vous appelait combien de fois par jour ou combien de fois par semaine? Pas par jour, je dirais pas. C'était régulier, mais c'est la personne, je la reconnaîtrai entre je sais pas combien, qui dit bonjour Catherine, alors comment tu vas? Et c'est voilà, ça s'enchaîne et elle l'entendait si j'étais bien ou pas bien et je me permettais, c'était ça le plus important. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas forcément auprès des plus proches qu'on a envie de confier c'est pas sa douleur. possible. Hein.
On a envie de les épargner plus qu'autre voilà, on chose. les épargne. Et puis je pense que ma famille a déjà vécu beaucoup. Mes enfants, ils ont tous été extraordinaires. Donc Marie-Pierre a été présente pendant cette Très rééducation. présente. Alors je vais à présent me tourner vers Yvonne, notre experte psychologue. Une première réaction, Yvonne, aux histoires de nos invités. Alors, témoignage touchant, mais qui révèle combien une rencontre salvatrice n'est jamais le fruit du hasard. Elle arrive quand vous avez envie de vous en sortir et quand la réalité a déjà tiré la sonnette d'alarme, que ce soit pour des biens qui tombent de je sais pas de combien de mètres, vous êtes finalement dans un processus quasiment vital engagé, il faut absolument que vous partiez en cure. Donc, la rencontre se fait parce que vous êtes prête à la rencontrer. Bien souvent, il y a des mains tendues, mais tant qu'on n'est pas prêt à voir cette main tendue, on ne rencontre pas la personne. Autre chose, il faut absolument, et on voit chez vous, un désir bien sûr ardent de s'en sortir, mais aussi on a l'espoir que de toute façon quelque chose va changer. Vous êtes dans une position d'espoir dans votre désespérance. Alors ça favorise la rencontre. Et qui rencontrez-vous? Eh bien des personnes qui ne vous jugent pas, qui vous écoute, qui vous, justement, ne vous a pas condamné, qui vous a offert votre deuxième chance, extraordinaire. Donc, c'est des personnalités qu'on pourrait appeler des passeurs de vie, des passeurs d'énergie, ou encore, on dit bien souvent, des tuteurs. Ils vous font grandir. Alors, pourquoi vous font-ils grandir? Tout simplement parce que, 1, vous avez confiance en eux. 2, ce sont des figures d'identification. Ils ont une forme de charisme. Ils vous plaisent. Ils vous entendent, ils vous écoutent, ils ne vous obligent pas à parler. En plus, ils peuvent même écouter vos silences. Et surtout, ils sont bienveillants. Et ils mettent en lumière, qu'est-ce qu'ils mettent en lumière? Eh bien, vos zones de lumière par excellence. Ils ne vous jugent pas sur vos zones d'ombre, tout en étant conscients qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne chez vous. En revanche, ils sont là pour vous porter, pour vous conduire, mais aussi pour vous coacher. Ils ne vous font pas de cadeaux. Et aussi, on peut aussi rencontrer des personnes qui vous aident et qui ont traversé la même histoire que vous. Il n'y a rien de tel qu'une personne qui a traversé une phase de douleur, une expérience similaire à la vôtre pour vous aider. L'exemple fait office de thérapie. Donc je crois que la rencontre n'est jamais le fruit du hasard. On transforme sa malchance quand on accepte cette main tendue qui est bienveillante, empathique et qui sait être là au bon moment. Donc vous avez aussi participé à la rencontre. Philippe, on va découvrir votre histoire. Bonjour. Bonjour. À quoi ressemblait votre vie il y a encore 2 ans? Donc ma vie il y a 2 ans ressemblait à une vie qu'on construit, qu'on commence à construire, qu'on veut garder. Donc j'ai commencé par un apprentissage dans la cuisine, un métier dont j'étais passionné. J'avais ma copine, donc... Vous aviez quel âge il y a 2 ans? J'avais 21 ans, enfin, on va dire. Parce que, voilà. Donc une vie qui s'annonçait correctement? Plutôt bien, voilà, la copine. J'étais papa à 19 ans. Donc le bébé qui était là, enfin tout ça. Donc voilà, quoi, une vie qu'on construit petit à petit tous les jours et qu'on veut garder. Et puis le 16 avril 2011, votre vie a pris un autre tournant. Voilà, un tournant quand même assez vite parce que j'ai été victime d'un grave accident de la route. Donc, qui m'a valu, donc avec ma femme, qui est maintenant ma femme depuis le mois de juin, et sa famille, donc son oncle et son cousin. Donc, c'est vous qui conduisiez? Non, c'était ma femme. Moi, j'étais derrière avec son oncle et le cousin devant, qui a normalement dû être le plus blessé, qui a été le moins blessé. Et son oncle et moi, par contre, à l'arrière, on a été très, très, très gravement blessés. Donc moi, j'ai été héliporté tout de suite. Donc voilà. J'ai subi 15 heures d'opération, mais je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait en fait. Alors, je ne savais pas ce que j'avais comme blessure, tout ça, donc bon, on se pose beaucoup de questions. Donc après, suite à ça, donc 15 heures d'opération, et je suis resté en soins intensifs, donc l'accident a eu lieu un samedi, à peu près jusqu'au mercredi. Et donc à partir de là, l'infirmière rentre pour me faire mon pansement, tout ça. Donc toujours sans nouvelles de la famille, quoi. Et parce qu'on n'était pas dans le même hôpital, du coup. Et donc l'infirmière rentre pour me faire le pansement. J'avais un fixateur externe au niveau du bras, donc il me rentrait dans l'os. Donc je lui demande qu'est-ce qui se passe, tout ça. Monsieur, vous n'êtes pas au courant. Et puis à partir de là, donc, ils m'ont dit que j'avais eu le coude sectionné aux 3/4 et qu'ils avaient dû prendre les veines des varices pour refaire le bras.
et que je resterai paralysé du bras. Donc voilà. Donc assez dur à encaisser parce que droitier, sans savoir ce que j'ai. Donc, travaillant avec moi surtout. Travaillant, oui, avec les deux mains. Donc on prend un gros coup en fait. Ouais. Donc c'est assez dur à encaisser parce que je ne savais pas du tout ce que j'avais eu comme blessure au moment de l'accident en fait. Alors vous êtes resté longtemps à l'hôpital? Oui, je suis resté 1 mois avant de pouvoir rejoindre ma copine dans un autre centre qui était plus un centre de rééducation. Mais sinon, je suis resté 1 mois spécialisé dans... C'est une unité spécialisée dans les plexus brachiales, le bras, la main, tout ça, quoi. Vous avez déjà fait de la rééducation à l'hôpital? Oui, donc j'ai commencé la kiné à l'hôpital. Vous étiez comment psychologiquement? Mal, très très mal, parce que... Il faut accepter Il faut accepter le handicap, ce qui aujourd'hui est acceptable parce que j'ai fait un travail sur moi-même, on en parlera tout à l'heure, mais c'est pas toujours évident. Et puis au tout début, non, c'était vraiment très très dur, quoi. Donc à l'issue de ce mois et demi d'hôpital, vous êtes rentré chez vous. Comment ça s'est passé le retour à la maison? Donc le retour à la maison s'est passé pas trop bien, on va dire, parce que donc du coup, moi j'étais alité tout le temps. Donc les douleurs énormes, parce que j'ai eu donc tous les nerfs arrachés à la racine, donc dans la nuque. Et donc beaucoup de douleurs, donc je pleurais énormément, je hurlais. Et voilà quoi, à la maison c'était pas la meilleure option, on va dire, dans l'immédiat, quoi. Donc vous êtes parti où? Donc j'ai décidé de poser mes valises un peu chez mes parents. Je me suis dit peut-être que là, le fait de retrouver ne serait-ce qu'un peu le cocon familial, voilà, peut-être ça va m'aider. Donc ça a commencé à aller un peu mieux, tout ça. Donc mon père m'a tendu la main, mais je l'ai rejeté car c'était pas la meilleure... Enfin, son procédé à lui, pour moi, n'était pas la meilleure façon. Donc ça faisait beaucoup d'étincelles entre nous pendant quand même un petit moment. Alors, vous refusiez l'aide de votre entourage immédiat. Oui. Il y a quand même une personne qui était pourtant en mesure de vous comprendre. Donc, mon oncle du Portugal, qui est au Portugal, car lui, à l'âge de 6 ans, il a un peu la même histoire, sauf que donc, son bras a été sectionné par un camion à l'âge de 6 ans. Il est tombé sur la route avec le bras gauche comme ça, et paf. Donc, il n'y a que lui qui pouvait comprendre mes douleurs, moralement ce que j'endurais, parce que bon, il est passé par là. Et voilà. Je pense que pour moi, c'était la meilleure personne avec qui parler, avec qui essayer de m'en sortir. Mais je voulais pas qu'il me voie comme ça et puis endurer ça, quoi. Parce qu'il m'a toujours connu actif, enfin voilà, quoi, très sûr de moi. Et puis là, me voir comme ça, je voulais pas, quoi. Lui, que votre oncle vous voit comme ça? Voilà, je voulais pas qu'il me voie comme ça, en fait. Comment il a réagi quand il a été au courant de votre situation? Donc, comme tout le monde, très, très attristé par cet accident, par les séquelles qu'il y a aujourd'hui. Sûrement, ça a dû lui rappeler un peu son enfance. Donc, de là, il a pris la décision de venir me voir. Ce qu'au début, j'étais pas trop pour, on va dire. Parce que, comme je vous disais, je voulais pas qu'il me voie comme ça. Mais il est quand même arrivé. Donc, 3 mois après votre accident, il a décidé de vous rendre visite contre votre avis. Comment a-t-il réussi à vous faire enfin accepter votre handicap? Eh bien, c'est ce que nous découvrirons dans la suite de notre émission. Mais d'abord, regardons quelques messages de la rédaction. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous souffrez de phobie alimentaire et cette obsession perturbe votre quotidien et vos relations avec vos proches. Depuis des années, vous mangez exactement la même chose à chaque repas. Vous êtes atteinte de ce qu'on appelle le night eating syndrome. Toutes les nuits, vous vous réveillez pour manger. Vous souffrez de méricisme ou d'hémétophobie et cette obsession vous gâche la vie. Vous ne savez plus comment aider votre conjoint ou votre enfant atteint d'un trouble du comportement alimentaire. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Aujourd'hui, dans l'histoire continue, nous retrouverons Lydia. En 2008, elle nous avait fait part de ses problèmes financiers.
J'ai tout perdu et ma vie s'est arrêtée après un dépôt de bilan. Très important. 5 ans plus tard, elle nous ouvre les portes de sa nouvelle vie. J'ai l'impression que c'est une page de tournée par rapport à notre vie d'avant. Nous reprendrons aussi des nouvelles de Martine et de sa fille Estelle. Ça me fait plaisir que tu mettes des robes enfin. Tu mettais tellement de pantalons. Rendez-vous donc dans la dernière partie de l'émission pour l'histoire continue. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous étiez sur le point d'en finir avec la vie, mais vous avez réussi à reprendre le dessus. Alors que vous projetiez de mettre fin à vos jours, l'un de vos proches ou un parfait inconnu vous a empêché de commettre l'irréparable. Vous aimeriez lui rendre hommage dans toute une histoire. Suite à un événement douloureux, une rupture ou un décès, vous étiez au plus bas et vous aviez même des idées noires. Retrouver l'amour vous a sauvé. Un de vos proches avait des pensées suicidaires, mais vous avez réussi à lui redonner goût à la vie. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. C'est la suite de notre émission. Mes invités traversaient tous une phase difficile quand le hasard a mis sur leur chemin une personne grâce à laquelle ils ont pu trouver les clés pour modifier leur destin. On va à présent avancer avec la deuxième partie de notre émission, Plus jamais seul, et reprendre le fil de l'histoire de Damien. Damien, vous étiez dépendant à l'alcool quand vous vous êtes fait licencier. Et c'est à ce moment-là que vous avez fait la connaissance de Laurent. Laurent qui n'a pas voulu voter pour votre départ, qui s'y est opposé. Est-ce que vous l'avez revu après pour le remercier peut-être de vous avoir défendu? On s'est croisés. On s'est croisés parce que ce qui s'est passé, je l'ai su après. On s'est croisés quelques fois, mais j'étais encore dans les problèmes d'alcool, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, je suis parti pour une deuxième cure. Mais quand je suis parti pour cette deuxième cure, je me suis dit, cette fois, ça va être la bonne. Et cette fois, je vais me faire soigner pour moi, pour m'en sortir pour moi-même. Pas pour les autres, mais pour moi. Et on dit toujours jamais 203. Et là, je me suis dit, il n'y aura pas de troisième fois. Ça sera la deuxième fois, il n'y en aura pas 3. Ça sera comme ça. Alors, et ça ne sera pas autrement. Qui est sur cette photo? C'est Laurent. Là, c'est une photo que j'ai prise en plus. Parce qu'il faut dire que quand on est tous les deux, on dirait deux adolescents, prépubères, en train de faire Enfin bon, on s'entraîne sérieusement, mais il y a des moments où on part bien. Vous vous entraînez pour faire quoi? Alors, j'ai toujours fait beaucoup de sport dans ma vie. Et pendant ma deuxième cure, donc ergothérapie, groupe de parole, sophrologie, ainsi de suite. Et j'ai eu la possibilité d'être le seul à être autorisé à courir pendant que les autres partaient marcher. J'ai toujours fait du sport à outrance, mais Laurent est une figure assez connue dans sa région au niveau de la course à pied. Et je me suis dit, j'entendais souvent ses collègues parler de lui, enfin bon, ainsi de suite, en le félicitant sur ses performances, ainsi de suite. Et je me suis dit, mais ça doit pas être mal. Ça doit pas être mal. Et je lui ai passé un coup de fil un jour. Et je lui ai dit, écoute, moi la course à pied, ça va me plaire. Le problème, c'est que je cours mal, je suis mal équipé. Il faudrait que tu me donnes des conseils. Il s'est même pas posé de questions, il n'a pas réfléchi, il m'a dit banco. Donc ça fait aujourd'hui 12 ans que Laurent fait partie de votre vie. Et grâce à son amitié, chaque pas de course représente une victoire. Laurent, ma bonne étoile, c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré. Ça se passe à Crozon-Morgat, à la pointe du Finistère. Quel bel endroit. Très très beau. Magnifique. Magnifique. À quelques kilomètres de Brest, en Bretagne. Damien a 50 ans et comme chaque matin, il part faire son footing. Un rituel indispensable à son équilibre. Quand je cours, je ressens... ça me détend, ça me déstresse, ça m'enlève tous les soucis de la tête. Et puis c'est un besoin, j'ai besoin de ça. Au quotidien, ça m'apporte de toute façon la paix intérieure.
Si aujourd'hui Damien est un homme sain et sportif, ça n'a pas toujours été le cas. Pendant très longtemps, il a été alcoolique. Une maladie grave qui lui a fait tout perdre, sa famille, son travail et tous ses amis. Alors qu'il est au plus bas, un homme lui vient en aide, c'est Laurent. À l'époque, Damien et Laurent travaillent dans la même entreprise. Ah là, je suis content, ça fait plaisir. Ça va? Ça va, t'as bien roulé? Les deux amis ne se sont pas revus depuis 6 mois, car Damien a déménagé. Il a quitté sa région d'origine pour changer de vie. Laurent vient de faire 600 km pour rendre visite à son ancien collègue. Bon. Donc c'est ici alors? C'est ici, c'est l'hôtel où je bosse. Je vais te faire visiter mon logement de fonction. Ouais, ouais. Non, tu vas voir où je vis. Dans la vie de Damien, tout tourne autour de la course à pied. J'ai des petits trucs à te faire voir que j'ai acheté pour Ah, je vois qu'elles sont nouvelles déjà. les futures compètes. Ah, celles que j'ai au pied, ouais, je viens de les inaugurer et puis je vais finir de les faire fumer quand on va aller à l'entraînement. Voilà. Donc alors? Ma nouvelle frontale pour la future compète. Ouais, bah celle que tu avais parlé, la fameuse lampe. Ouais. 500 mètres minimum, ça je fais. Ça envoie du jus. T'es obligé, hein, t'es obligé. Là, j'ai acheté du thermo respirant. Si Damien est si fier de présenter ce matériel pour le moins technique à Laurent, ce n'est pas pour rien. À l'époque, c'est Damien qui initie Laurent à la course à pied pour le sortir de l'alcoolisme. Bah, ce qui m'a touché dans l'histoire de Damien, c'est sa détresse, quoi. Donc l'incompréhension des gens qui l'entourent, forcément rejeté par beaucoup de personnes au lieu de vraiment s'intéresser à lui. Et alors j'ai pris Damien sous mon aile, je lui ai fait découvrir la course à pied. Pendant 12 ans, il va être à ses côtés et le coacher pour éviter qu'il ne replonge. Damien lui doit sa rémission. Involontairement, tu le sais pas, mais je pense que tu m'as sauvé la vie. Et ça, je te dois beaucoup. Ouais, mais bon, beaucoup, je pense beaucoup. que c'est toi, toi et toi seul. Hein. Enfin, je te dois beaucoup. Beaucoup. Merci. Beaucoup. Ça me touche. T'inquiète pas. Après avoir passé 6 mois loin l'un de l'autre, la première activité qu'ils souhaitent faire ensemble, sans surprise, c'est courir. Top. Bon, bah, tu vois, 50 minutes, 10 bornes, impeccable. Bon. Bon, bah, ça va? C'était une bonne séance. Bah ouais. Tu vois, mon terrain d'entraînement, c'est bien. Bah ouais, j'aurais pu mettre le short, donc tu vois... Je t'avais dit qu'il faisait chaud en Bretagne, tu me croyais pas. Ben, moi, ça me fait super plaisir de reprendre les entraînements ensemble. C'était un manque. Pour nos complicités, on se retrouve. Au bout de 6 mois, là, ça commence à faire long. Bah, on termine petite récup et 5-10 minutes et allez, go, c'est parti. À Brest, Damien a aussi changé de profession. De veilleur de nuit, il est devenu barman. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir. Tu as passé une bonne journée? Un métier qui le met tous les jours face à ses anciens démons. Mais aujourd'hui, Damien n'a pas du tout l'intention de tout gâcher. Il n'a jamais été aussi heureux. Si je décrivais ma nouvelle vie, pour moi, c'est une renaissance. C'est une renaissance et je pense que je suis pas très loin de toucher le paradis. C'est vraiment sublime, cette Bretagne, n'est-ce pas, Yvonne? Ô combien! Alors, est-ce que vous avez imaginé ce qu'aurait pu être votre vie si vous n'aviez pas croisé la route de Laurent? Je crois que si je n'avais pas croisé la route de Laurent, parce que j'ai toujours une espèce de colère qui est en moi, qui de temps en temps monte en moi comme c'est pas possible. Parce que je suis en colère contre moi, j'ai gâché des années, il y a des périodes où j'estime que j'ai pas assez bien profité de ma fille, j'ai pas assez bien, Dieu sait si elle a été très très bien élevée par sa maman, mais j'estime ne pas avoir été assez présent, et ça je m'en voudrais toute ma vie, bien que ma fille m'en tient pas rigueur, j'ai une fille extraordinaire. Et, vous n'avez pas un peu le syndrome de celui qui passe sa vie à se fustiger, vous? Oui, je crois que je continue. Je continue à m'auto-flageller de temps en temps. C'est pour ça que je cours d'ailleurs, parce que ce qui se passe, c'est que dans la souffrance, je me dis, tu souffres, ça te fait du bien, t'as qu'à pas faire l'andouille. Voilà. T'as qu'à pas faire l'andouille. Et de toute façon, t'as rien à dire parce que t'as bien plus malheureux que toi. Il y a des gens qui sont dans des cas beaucoup plus extrêmes que moi. Donc tu te tais, tu la fermes et tu cours.
Et puis c'est tout. Et le problème, c'est qu'on fabrique de l'endorphine, l'hormone du plaisir, et en fait, c'est un parallèle. J'ai trouvé, comme je dis à beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi je cours, Du plaisir à souffrir. c'est que dans cette souffrance, j'ai un plaisir énorme qui vaut toutes les cuites que j'ai pu prendre. Ouais, Ça, c'est un alors, truc. Yvonne, ça veut dire qu'il n'a pas réglé son problème. Non, alors, du s'il tout. faut On trouver est une toujours autre dans raison forme de de souffrir. dépendance, c'est un déplacement de l'addiction parce que vous aviez l'alcool qui vous procurait du plaisir parce que c'est quand même la maladie du plaisir et maintenant vous avez la course, le jogging, l'endurance qui Bon, vous c'est provoque plus de ça, l'endorphine. certes. Ça c'est plus ça, mais il y a quand même une forme d'addiction. Mais il ne faudrait pas quand même essayer de voir pourquoi vous avez besoin de souffrir pour éprouver du plaisir? C'est une bonne question. Oui. Mais, Non. oui, de toute façon, je pense qu'il faudrait que je creuse un peu plus. Je devrais peut-être retourner voir une amie psy que je voyais Qu'est-ce que vous en souvent. pensez, Yvonne? Parce qu'il faut peut-être régler ce petit... Je pense qu'il a un jugement terrible, comme si vous deviez vous punir de quelque chose que vous avez fait, une dette, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez un crime imaginaire et hop, chaque fois, j'aime bien. vous êtes terrible comme juge. Bah, de toute façon, j'ai pas... Vous êtes votre propre bourreau, voilà. Oui, Il y a une j'aime forme bien. d'autodestruction chez vous qui a été recouverte d'ailleurs par la timidité au départ, un manque d'estime de vous. Ouais. Et puis vous avez mis en place une forme de faux moi, c'est-à-dire vous avez une carapace, j'assure, je fais du sport, je rigole, et derrière, eh ben, il y a quelque chose qui n'a pas grandi, et il y a quelque chose qui est très fragile. C'est pas faux. Il faudrait vous apprendre à vous aimer. C'est ce que j'essaye de faire, et plus ça va, plus je commence à m'aimer. Et puis j'ai surtout de la famille qui m'entoure, un frère formidable, ma fille extraordinaire, mes parents, et surtout mon pote Lolo, mon ami Lolo, mon ami Laurent. Mégane, vous étiez hospitalisée pour des problèmes d'anorexie quand vous avez fait la rencontre de Coralie. C'est une jeune patiente qui souffrait, comme vous, de troubles alimentaires. En quoi elle a rapidement joué un rôle dans votre combat contre la maladie? Eh bien, tous les matins, quand je me rendais au lycée, puisque j'ai pu reprendre ma scolarité, elle partait à son travail. Du coup, on faisait une moitié de chemin ensemble. On discutait de tout, de rien, mais on était super contentes de sortir de l'hôpital. Alors donc, elle préparait un concours pour devenir assistante sociale? À la base, oui, puis elle ne l'a pas eu. Et en fait, du coup, cette année, elle a passé le concours d'aide-soignant et de moniteur éducateur qu'elle a eu, les deux. Quelles valeurs vous transmettez-elle? Bah, on se retrouve au niveau du social. Je veux dire, on a le point commun qu'on aime beaucoup parler. C'est vraiment une fille qui a la tchatche. Du coup, je me suis un peu retrouvée. Parce que si j'ai toujours été assez timide avec elle, au moins je pouvais parler de tout. C'est comme si c'était un peu mon double. Et elle a été pour moi un repère, un peu comme une sœur. Une grande sœur, ouais, je dirais. Alors, Coralie n'a pas pu être présente à vos côtés sur notre plateau. Vous souhaitiez lui faire passer un message? Bah oui, si elle peut m'entendre et me voir, je dirais qu'elle a représenté pour moi un pilier, quelqu'un sur qui j'ai pu compter. Sans elle, je pense que ça n'aurait pas été la même chose. Enfin, vous pensez que c'est grâce à elle que vous en êtes sortie aussi vite? Oui, au niveau du mental, ça a été, j'ai pu m'accrocher à elle, j'ai pu lui confier des choses. C'est peut-être la personne qui me connaît le mieux aujourd'hui, je dirais, par rapport à mon passé, à mes problèmes. Et puis je pense que la balle était dans les deux camps. Enfin, je pense que je connais aussi pas mal de ses phases. J'ai pu voir qu'il y avait pire et qu'on peut transformer un mal pour un bien et s'en tirer. Parce qu'avec elle, au moins, on pouvait parler de tout. On parlait plus de calories, on parlait plus de tous ces problèmes-là. Justement, on changeait de sujet, on parlait de la vie réelle, de ce qui nous attendait. Et c'est ça qui m'a permis d'avancer. Et j'ai pu donc chercher en parallèle de mes études de Là, mon vous en bac. êtes où, justement, dans vos J'ai eu études? mon bac, donc voilà. Ouais, et vous allez faire des études de quoi? Je vais faire des études d'assistante sociale. J'ai eu mon concours. Comme par hasard. Ouais. Catherine, alors vous avez enchaîné les accidents, les problèmes de santé, les opérations, jusqu'à vous retrouver en fauteuil roulant, alors que vous aviez à charge votre fille aînée qui est autiste. Donc à chaque fois, il a fallu se séparer d'elle pour être hospitalisée. Donc des situations vraiment terriblement difficiles. Et il y a une femme que vous avez eue au téléphone, Marie-Pierre, lors d'un séjour en rééducation et qui à chaque fois vous a aidé en demandant de vos nouvelles et en étant présente
au téléphone, hein, puisqu'elle Oui, habitait Paris toujours. alors que vous étiez dans le sud de la France. Vous nous disiez tout à l'heure à quel point elle a compté pendant cette période de rééducation où vous étiez loin de votre famille. Comment vos rapports ont-ils évolué ? Dans un premier temps, il y a le côté professionnel que m'apportait aussi ce soutien Marie-Pierre. Elle me permettait de trouver aussi des solutions à mes problèmes qui étaient vraiment majorés. Et après, c'est devenu un vrai souffle d'air. C'est devenu quelqu'un qui, avec qui, dans l'échange, elle était attentionnée. Attentionnée, attentive. Qu'est-ce qu'elle vous apportait au quotidien, à part cette écoute ? À part l'écoute, je dirais, mais tellement, je sais pas, j'ai peut-être pas assez de vocabulaire pour pouvoir le dire, parce que même elle est tellement modeste, elle ne le reconnaît pas. Mais c'est le côté aussi de se dire qu'il y a des gens, ils sont professionnels, mais on n'est pas... voilà, ce sont des gens aussi avec une histoire. Hein, et alors, justement, elle se confiait à vous, elle aussi ? Oui. Vous êtes devenue amie ? Oui. On donc, peut dire amie, confidente. Franchement, oui. Oui, confidente. Et il y a eu donc une réciprocité à un moment donné. Elle a parcouru avec moi ce chemin sur les multiples encore interventions de 2010 à 2013 aussi, sur mon côté, mon souci maternel, sur toutes ces difficultés, sur plein de choses. Parce que c'est pas. Donc aujourd'hui, vous diriez d'elle que c'est une amie ? Ah oui, c'est une amie. Bon. Vous vouliez profiter de l'émission pour délivrer un message d'amitié, oui, j'imagine, à cette Marie-Pierre, que, je précise, vous n'avez jamais rencontrée. Jamais. Ça fait... c'est mon rêve de pouvoir la rencontrer aujourd'hui. Si j'ai répondu à l'appel à témoins, c'était justement pour la mettre en valeur, elle, Marie-Pierre, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont soutenue, mais Marie-Pierre, c'est celle... qui, je dirais, c'est assez amusant, on est très proches tout en étant... Il y a un petit peu d'ombre, mais savoir, ces mots m'ont beaucoup soutenue. C'est certainement un de mes meilleurs médicaments dans tout mon parcours. C'est joli, si elle vous entend, elle va être touchée, j'imagine, en regardant cette émission. Vous êtes une téléspectatrice fidèle de cette émission ? Très fidèle. Donc vous savez qu'en général, on est attentif aux histoires de nos invités, et que quand on le peut, on essaie de leur faire plaisir. Je sais qu'aujourd'hui, ça n'a pas été possible pour elles. On essaie de répondre à leurs désirs les plus chers. Et tant qu'on peut y arriver, réaliser leurs rêves. Oui, mais je sais qu'aujourd'hui, elle n'a pas pu. Et c'est certainement, c'est peut-être un prochain rendez-vous dans nos vies. Certainement, je l'espère de tout mon cœur. Mais c'était vraiment lui dire que... Pardon, ne me faites pas. Mais c'est important, enfin, je pense, de savoir qu'on est... Non. Il y a quelqu'un ? Non. Oh, Marie-Pierre. Marie-Pierre. Oh là là. Oh là là. En plus, je regrette. Attendez. Est-ce que vous êtes sûr que c'est elle ? Vous ne l'avez jamais vue ? Non, jamais, mais parlez, tu sais. Mais c'est pas elle du tout, en fait. Hein ? J'ai pas... non. Pardon. Si, c'est elle. Mais comment vous savez que c'est elle ? Je sais. Vous avez reconnu sa voix ? Oh là là. Oh là là, c'est extraordinaire. Marie-Pierre, en plus, elle m'a donné une part de ma féminité. Elle m'a donné ce qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas que... Pardon. C'est un rêve. Merci. Alors, attendez. Est-ce que vous vous reconnaissez toutes les deux ? Non. Moi, je reconnais Catherine, la voix. Oui. Non, mais physiquement, est-ce que vous vous étiez imaginé que je la connaissais. Enfin, je l'avais vue en photo. Catherine. Elle m'avait envoyé des CD. Est-ce que vous est arrivé de parler par caméra interposée ? Non, du tout. Non, merci beaucoup, Sophie. C'est extraordinaire. Oh, merci. Ah, merci. C'est super mais magnifique. Mais vous y attendiez ? Non, pas du tout. Je vous promets que non. Encore, même tout à l'heure. Parce que c'était quoi le bobard, là ? Qu'est-ce qu'on vous avait dit ? Elle m'a dit que professionnellement, ce que je comprenais, parce qu'on est quand même sur un pôle social, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas être là parce que, c'est toutes les difficultés du côté social. On ne peut pas non plus... Oui. Il y a plein de personnes... Ah, Marie-Pierre, génial. Pardon, Marie-Pierre...
elle est très bavarde quand même, non? Donc ça a duré longtemps, la conversation au téléphone? Oui, ça pouvait durer longtemps, mais c'était au téléphone, c'était par mail, c'était par SMS, c'était... Voilà, je suis très bavarde. Vous avez l'air presque plus émue qu'elle. Oui. Bah, déjà, c'est beaucoup de stress de venir. Moi, je le savais depuis quelques jours. Oui, c'est terrible. Je ne voulais pas. Tout à l'heure, à Hugo, j'ai dit oh, mince, j'ai perdu mon téléphone. Je voulais envoyer un message à Marie-Pierre. Donc Catherine m'a envoyé un message ce matin. Je n'ai pas pu lui répondre. Elle m'a pas répondu. Non, j'ai pas pu parce que j'avais été loin dans le mensonge et c'est pas le lien qui nous unit. Donc je ne Alors qu'est-ce qu'elle vous a apporté à vous? Parce que elle disait que le lien. Mais elle tremble. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté à vous aussi? Parce qu'à partir d'un certain moment, c'est devenu une relation amicale. Non, mais tous les mots qu'elle a dit, c'est pas moi. Mais par contre, elle, c'est une leçon de vie. Cathy est quelqu'un de très, très fort. Et voilà, elle m'a emmené tout ce côté positif. C'est une leçon de vie. Voilà. C'est quelque chose... voilà. J'arrive pas à réaliser que Marie-Pierre, elle n'est pas au téléphone. Non, je suis pas au téléphone. Bon, écoutez, on va vous laisser toutes les deux savourer vos retrouvailles. Voilà, on va les laisser parce qu'elles ont des tas de trucs à se raconter. Que si sûr, on va continuer avec Philippe. Alors, après avoir perdu votre... On va essayer de parler un peu fort parce que je pense que... Oui. Bon, allez, on les laisse. Philippe, donc vous nous racontiez tout à l'heure que vous avez, à la suite d'un accident de voiture, perdu votre bras droit, et qu'évidemment, ça a été très difficile de faire le deuil de votre situation précédente, que vous avez beaucoup souffert, et que finalement, c'est votre oncle qui vivait au Portugal, à qui il était arrivé un accident similaire, qui a décidé de venir vous rendre visite contre votre avis. Voilà. Donc, alors, comment vous avez réagi déjà quand vous avez appris qu'il allait arriver en France? J'ai pas mal réagi parce que ça fait toujours plaisir de le voir. Mais c'est que je voulais pas qu'il me voie aussi diminuer que ça aussi et tout ça. Sombre, dépressif. Très dépressif même. Donc bon, il est arrivé tout ça. Donc au début, il me disait bon allez Philippe, tu t'habilles, machin. Bon moi j'étais allongé, je restais au lit toute la journée. Je lui disais non. Donc quelque part, il a été très patient parce que je l'ai pas mal rejeté. Donc, puis au fil du temps, j'ai commencé à... Parce qu'il n'y a pas que moralement qui était là, en fait. Il y a pour les gestes du quotidien, ne serait-ce que s'habiller, manger, avec un bras, c'est pas si évident que ça. Donc il était là sur tous les points où moi j'avais besoin. Et petit à petit, j'ai commencé à me livrer, j'ai commencé à l'écouter, j'ai commencé à prendre ses conseils, à prendre l'exemple sur lui. Et au fur et à mesure du temps, ça s'est fait. Il est resté combien de temps? 15 jours. Et oui, 15 jours à peu près, avec mon fils. Il vous a aussi aidé à sortir, à affronter le regard des autres? À sortir, affronter le regard des autres, qui n'est pas toujours évident parce que quand je suis au Portugal, je vais à la piscine avec lui, il n'est même pas arrivé à la piscine que... Hop, il est déjà en maillot, quoi. Que moi, bon... Aujourd'hui, ça va mieux, mais il y a encore de l'hésitation parce que j'ai quand même pas mal de cicatrices. Donc, puis le regard des autres à affronter finalement, c'est un drôle de truc de partager presque la même histoire avec lui. Voilà. Hein? Ouais. Dans votre malheur, vous vous dites que c'est peut-être c'est là qu'on se dit, j'ai de la chance d'avoir... dans son malheur, j'ai quand même de la chance d'avoir quelqu'un qui est dans le même état que moi. Proche de vous, qui peut comprendre ce que vous ressentez. Et qui peut m'aider aussi à me dire non, pour faire tes lacets, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Et qui a su trouver les mots pour vous faire avancer. Puis, comme je disais tout à l'heure avec mon père, il a su trouver les mots sans mettre la pression, il a été patient parce qu'il a pris son temps aussi pour le faire. Donc oui, voilà. Est-ce que vous êtes sûre de suffisamment bien vous tenir toutes les deux, là, de ne pas vous lâcher Donc oui, voilà, ça a été vraiment un boost. Vous souhaitiez lui rendre hommage aujourd'hui, à celui qui vous a permis de sortir de cette période noire de votre vie. Que souhaitiez-vous lui dire? Donc je pense qu'il se rend compte de tout ce qu'il a fait pour moi, mais un grand merci pour son soutien moral et physiquement, manuellement, si je puis dire. Vous pensez qu'il nous regarde au Portugal? Je pense que oui, il doit sûrement nous regarder, donc bon. Donc voilà quoi, un grand merci pour tout ce qu'il a fait, la patience qu'il a eue, parce que même aujourd'hui, des fois, ça va pas. Et quand je l'appelle, on s'appelle très souvent.
tous les 2 jours. On s'appelle très souvent et puis même aujourd'hui, des fois, il y a des choses qui vont pas, ça va pas, on repense un peu à ce qui s'est passé, tout ça. Et c'est pas vers ma famille que je vais me tourner en premier, malgré que je sois marié avec 2 enfants, c'est pas ça le souci. Donc aujourd'hui, vous êtes retourné chez vous, vous avez eu un autre enfant, voilà, vous avez retrouvé un travail? Non, pas encore, donc pas encore. Reconversion professionnelle très difficile parce que j'ai connu que la restauration, donc ça va être très difficile, donc je verrai bien. Mais voilà, c'est toujours plaisant d'avoir un appui, ne serait-ce que par téléphone. L'appeler, et puis voilà, ça remonte le moral, ça fait toujours plaisir, quoi. Eh bien, je pense qu'il sera sensible à l'hommage que vous lui rendez aujourd'hui. Parce que je pense que on dit jamais assez merci dans ces moments-là. C'est vrai, hein, donc voilà, là c'est l'occasion de le faire, et puis voilà, quoi. On vous souhaite bon courage pour la suite. Merci à tous, en tout cas, pour ces leçons de vie que vous nous avez données aujourd'hui. Un petit commentaire d'Yvonne pour conclure. Je trouve que l'oncle de Damien est un véritable coach de vie. Et le meilleur remerciement que vous pouviez lui adresser, c'est d'être autonome et d'abaisser un peu ce degré, un petit peu d'orgueil qui vous a empêché d'être heureux, enfin je veux dire d'être accompagné par votre famille, parce que vous avez une forme de fierté qui est légitime. Néanmoins, abaisser ce taux d'orgueil et permettre de vous affranchir du regard des autres, c'est un coach de vie aimant et qui vous a structuré. Et je crois que d'être venu sur ce plateau pour lui, c'est déjà une reconnaissance. Parce que quand la rencontre est bénéfique, eh bien, la meilleure reconnaissance que vous puissiez offrir à la personne qui vous a aidé, c'est d'aller mieux et d'être heureux. Très bien. Défi. Défi, c'est un mot définitivement fait pour notre émission d'aujourd'hui. Le défi de se relever quand on a tout perdu, le défi de se glisser dans des habits que l'on croyait faits pour d'autres. Nos invités de l'Histoire continue d'aujourd'hui nous prouvent que la vie n'est que défi. Et c'est avec un grand plaisir que je reçois sur notre plateau Lydia et Martine. Bonjour à toutes les deux. Merci d'être là avec nous aujourd'hui dans ce nouveau numéro de l'Histoire continue. Alors Lydia, je suis ravie de vous accueillir à nouveau sur notre plateau. Je vais commencer avec vous. Nous avions fait votre connaissance le 20 mars 2008. À l'époque, vous veniez de témoigner de l'extrême difficulté de tout perdre du jour au lendemain, alors que vous meniez une existence jusqu'alors très protégée. Vous avez tout perdu à l'âge de 45 ans. Que s'est-il passé ? J'ai rencontré un homme qui depuis est devenu mon mari. Nous avons monté une concession automobile et puis la conjoncture de l'époque, c'était la guerre du Golfe, a fait qu'on n'a pas pu suivre en vérité toutes les charges incompressibles que nous avions. Et donc voilà, comme j'étais caution personnelle, la banque a tout pris pour payer les dettes. Alors, 1 an après votre passage dans Toute une histoire et sur les conseils d'amis fidèles, vous avez décidé de quitter la région parisienne et de vous installer avec votre famille en Normandie. C'est justement à Bernay que nous sommes allés à votre rencontre. Tous les jours, il y a les huissiers, il y a les problèmes avec la banque. Jusqu'à ses 45 ans, Lydia n'avait connu que la jet-set et les beaux quartiers parisiens, jusqu'au jour où son train de vie avait brutalement changé. J'ai tout perdu et ma vie s'est arrêtée après un dépôt de bilan. Très important. Ça a pris combien de temps pour faire faillite? Ça a pris 3 ans. D'une entreprise que vous aviez créée? Une entreprise que j'avais créée avec mon conjoint. Vous étiez, vous seule, caution? Tout à fait, moi et ma mère. Combien vous avez perdu, madame? J'ai perdu 1 million d'euros. Le quotidien de Lydia était depuis rythmé par les visites d'huissiers et le remboursement de ses dettes. Une situation qu'elle ne parvenait plus à supporter. C'est très difficile. On se replie, on se renferme. Vous nous avez parlé en préparant cette émission d'une perte d'identité. Pour le monde que vous avez fréquenté avant, vous n'êtes plus rien, puisque vous ne pouvez plus les suivre. Et pour un milieu, on va dire, plus modeste, vous les gênez. Son conjoint étant le gestionnaire de leur entreprise, aux yeux de Lydia, il était en partie responsable de leur faillite. J'ai tout perdu, ma vie s'est arrêtée à ce moment-là. Quelque part, je t'en veux quand même. Je reconnais que
Je me culpabilise un petit peu, surtout en te voyant aujourd'hui par rapport à ce que j'ai pu connaître avec toi, les bons moments qu'on a pu connaître ensemble. Et je ne revois plus la femme que j'ai connue, qui était vraiment en bout en train, joyeuse. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens responsable un petit peu de tout ça. On ne peut pas tourner la page. Cinq ans après l'émission, Lydia a retrouvé son sourire. L'actrice arrive. Elle se fiche de moi en plus. Aujourd'hui, ses problèmes financiers commencent à faire partie du passé. On a réussi à sortir la tête hors de l'eau. On vit quand même beaucoup mieux, c'est un petit peu plus serein, il y a moins de stress. On n'a pas résolu nos problèmes d'argent, disons qu'on les a diminués de beaucoup. Parce que mon mari a travaillé très dur pour ne pas nous faire sombrer plus. Mais c'est surtout un changement radical d'environnement qui a permis à Lydia et à sa famille de tourner la page. Le point de départ de la nouvelle vie, c'est en 2009, quand on a quitté Paris et qu'on est venu habiter Bernay, qui était beaucoup moins coûteux. Plus serein, Lydia et Guy ont alors décidé en 2009 de franchir ensemble une nouvelle étape. On s'est mariés à Bernay et on a fait un très joli mariage qui a été entièrement réalisé et sponsorisé, on va dire, par mes amis, qui, je dois dire, ont été formidables à ce moment-là. Aujourd'hui, Lydia est de nouveau en paix avec elle-même. On peut dire qu'aujourd'hui, j'ai retrouvé ma place dans la société. Je ne m'aimais pas à un moment donné, je me détestais même d'avoir fait cette chute terrible. S'aimer un peu plus fait qu'on retrouve une place par rapport aux autres, oui, à une société dans laquelle on vit. Je me sens plus sereine, plus tranquille. J'ai pas la pression de me dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le courrier, qui va sonner à la porte. On peut recevoir des amis sans se dire, mon Dieu, comment on va faire pour les recevoir parce qu'on peut pas acheter ça, on peut pas acheter ci, et ainsi de suite. Donc oui, on peut dire que c'est une renaissance. Cette période de renouveau, Lydia la partage avec Kevin, son fils, et Guy, son mari. Je suis plus serein, ça va de mieux en mieux. J'ai encore un peu d'avenir et je pense en profiter pleinement. On vit un peu plus simplement, mais on vit bien. Et je pense que c'est ça qui est important. Je ressens mes parents moins stressés, moins tristes même s'ils le sont toujours un peu. C'est ensemble que toute la famille souhaite aujourd'hui se reconstruire. J'ai retrouvé la Lydia d'avant, la Lydia combative. J'ai beaucoup de chance d'avoir cette femme près de moi. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient être à ma place. Trop de couples nous ont démontré que dans des situations difficiles, on a tendance à partir chacun de son côté. Nous, on veut démontrer que l'on peut rester solidaires. Aujourd'hui, je pense que plus que jamais, on continuera ensemble. Maintenant que mes parents sont mieux financièrement, ils sont effectivement plus disponibles pour moi. Nous vivons normalement, nous vivons comme des êtres, comme tout un chacun, des gens normaux. Je pense qu'on a beaucoup de temps à rattraper ensemble, malgré les mauvaises habitudes qu'on a eues. Nous pouvons maintenant regarder la vie. Nous avons quand même un avenir et je pense qu'on va en profiter pleinement. L'aventure commence aujourd'hui pour Lydia. Elle est donc particulièrement concentrée. Je suis en train de me préparer pour être présentable à l'ouverture de ma nouvelle boutique à Bernay. Un grand jour, j'espère que ça va bien se passer, que les clientes aimeront cette nouvelle boutique et puis que ça va marcher surtout. Allez, on y va? Allez. « 9h30, Lydia et Guy arrivent enfin à destination. Ouverture. On est même un petit peu en retard. Un petit peu en retard. Mais bon. Allez, rentre. Allez, hop. Bon, je tire les stores. J'allume. Allume, ok. T'as vu, ça fait bien, hein? Regarde, super. Mise en place
réussi. À quelques minutes de l'ouverture, Lydia ne peut rester inactive. Ce nouvel investissement est très important pour elle. On va comptabiliser, on va faire l'état du stock des vêtements neufs. Mais très vite, les premières clientes arrivent. Bonjour madame. Bonjour madame. Vous avez ouvert aujourd'hui? Mais oui, c'est mon premier jour d'ouverture. Alors bienvenue. Ah oui, il n'y a pas de problème, vous m'appelez. Elles ne sont pas classées par taille, mais ça, il n'y a pas de taille. C'est taille unique, par exemple. Elle est bien, c'est joli, hein. Ouais. Moi, j'adore. Vous avez une très belle boutique. Mais c'est très gentil à vous. La journée et les acheteuses défilent et Lydia accueille aussi un client d'un autre genre. Le journal local, bonjour. Enchanté. Bonjour, ça va? Je viens faire le petit papier, le petit clic-clac pour vous présenter à la population gentil, que vous venez merci. d'ouvrir. Et donc, vous proposez Alors, quel je type propose des vêtements, accessoires, chaussures, bijoux, enfin, etc. Tout ce qui est féminin, quoi. Très bien. Bon, on va faire la petite photo. Ok. Eh bien, bonne journée, au revoir. Bonne journée. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Et Au donc, revoir. mercredi, l'apparition. Ouais, ça paraît mercredi, voilà. Ok, ça marche. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Je suis très contente d'avoir réalisé ce projet, ce petit magasin qui va m'apporter, je pense, beaucoup de satisfaction. C'est agréable de se sentir utile, d'être félicité, c'est toujours plaisant. Si Lydia s'inquiétait quant au succès de son nouveau commerce, cette journée l'aura rassurée. Lydia et sa famille semblent enfin pouvoir envisager l'avenir sans nuages. Un verre, on va dire un verre joyeux pour fêter une belle journée. J'ai l'impression que c'est une page de tournée par rapport à notre vie d'avant. Ce que je souhaite, c'est que nous puissions continuer à être satisfaits de cette journée, donc que ça soit répétitif. Je suis tout à fait serein pour le futur. Ben voilà, on va tout faire pour que ça soit, que ça dure. Il faut montrer qu'à l'avenir. À l'avenir, à votre santé. Lydia, lors de votre passage dans toute une histoire, vous étiez encore dans une situation psychologiquement et financièrement difficile. Qu'est-ce que vous attendiez de notre émission ? À l'époque, j'avais témoigné parce que j'avais envie de déposer mon lourd bagage, d'une part, et peut-être me faire entendre que ça soit de certaines connaissances, de proches dans la famille, etc., qui sous-estimaient notre souffrance. Et donc voilà. Est-ce que vous vous êtes senti allégée en sortant ? Oui. De ces fardeaux-là? Oui, parce que je pense qu'à travers effectivement une émission et le petit écran, les gens ont quand même se disent bah oui, si elle en parle, c'est que ça doit être vrai. Quelles ont été les réactions justement de vos proches, de votre entourage, de votre famille? Il y en a qui ont été choqués, d'autres qui ont contesté en disant mais comment tu as raconté ton histoire devant les milliers de gens, etc. Et puis d'autres qui ont trouvé que c'était une bonne idée et que certainement ça m'avait aidé à passer un certain cap. Alors depuis votre déménagement, puisque vous habitez maintenant en Normandie, oui. Qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien ? Alors, depuis notre déménagement, nous avons, ça nous a permis surtout de respirer, de réapprendre à vivre, on va dire, un peu plus sereinement. Parce que la vie en province est plus facile, il y a moins de stress, ça coûte moins cher aussi. Et donc, on a réappris un petit peu. Puis mon fils aussi, à qui ça a permis de reprendre, on va dire, le chemin de l'école et... Pourquoi était-il important pour vous de venir nous donner de vos nouvelles aujourd'hui ? D'abord, c'était pour rendre, on va dire, hommage à mes amis qui m'ont énormément aidée. Parce que c'était les instigateurs, on va dire, d'une renaissance. Et puis peut-être... poursuivre un petit peu la première émission et faire un clin d'œil à Jean-Luc Delarue qui m'avait beaucoup touchée à l'époque par son écoute et sa gentillesse. Donc un hommage à Jean-Luc par votre présence aujourd'hui. Oui. Eh bien, on le prend en plein cœur et il doit l'entendre d'où il est. J'espère.
Alors, on va à présent prendre des nouvelles de Martine. Martine, j'ai l'impression que l'on vient de se quitter, en fait, puisque vous êtes venue sur notre plateau le 29 mai 2013. Vous aviez confié votre fille Estelle à notre équipe de relookers. Comment vous est venue l'idée de faire appel à notre équipe? Disons que ma fille, comme je la trouvais, elle se sentait mal dans sa peau. Elle n'était pas très bien dans ses baskets, si je puis dire. Et puis souvent, elle regardait des émissions de relooking. Et puis elle me disait, maman, je ne trouve pas mon style, je suis mal dans ma peau, j'aimerais bien faire un petit relooking. Bon, je l'ai pris à la plaisanterie au début, puis elle m'en parlait souvent. Et souvent, elle regardait des émissions. Et puis j'ai vu cet appel à témoins et j'ai dit, pourquoi pas. Alors, il y a 4 mois, notre équipe de choc, menée par notre conseillère en images, Bénédicte Schmitt, avait pour mission de transformer la garde-robe de votre fille Estelle. Mais comme on le sait toutes et tous, le choix de nos vêtements est loin d'être anodin. Il est bien souvent le reflet de quelque chose de plus profond, l'image de soi. Je vous propose de découvrir en images la nouvelle Estelle. Je la trouve trop sage. J'aimerais qu'elle se sente bien dans sa peau, qu'elle ait un petit grain de fantaisie de temps en temps. Martine était venue sur notre plateau car elle souhaitait faire réagir sa fille Estelle sur son absence de look. Il vous arrive de l'emmener faire du shopping? Jamais. Elle refuse. Ah bon? C'est rare. Elle a quel âge? Elle a 17 ans. Mais en général, les filles à 17 ans, elles aiment bien aller faire du shopping avec leur mère. Ça me fait de la peine parce que j'aurais aimé cette complicité mère-fille, mais je ne l'ai pas. La personnalité effacée d'Estelle avait pris le pas sur sa vie, si bien qu'elle délaissait totalement son apparence. Je ne prends pas vraiment attention à moi, je prends la première fringue qui vient et voilà, je fais pas attention. Qu'est-ce que vous attendez de ce relooking? Je sais pas, avoir plus confiance en moi et peut-être espérer d'enlever un peu cette timidité. Curieuse de voir une possible transformation, Estelle avait accepté de se prêter au jeu du relooking avec Bénédicte, notre conseillère en images. Je me reconnais même pas. Ouais, j'aime bien. Ah, c'est autre chose. Hein, c'est magnifique, elle a des jambes magnifiques. Je sais pas, je me sens quand même un peu mal à l'aise, j'aime pas trop les jupes. Mais pourtant, ça vous va bien, vous avez de jolies jambes. Sur notre plateau, une jeune fille hésitante, une maman comblée, Martine avait beaucoup misé sur ce relooking. J'aimerais qu'il y ait un déclic, qu'elle se sente plus assurée. 5 mois après l'émission, Estelle a suivi les conseils de notre relookeuse et s'affirme aujourd'hui avec une nouvelle garde-robe. Mais ce matin, la jeune femme a besoin des conseils de sa mère. J'hésite entre les deux. C'est vrai que j'ai une petite préférence pour la fleurie. Mais le problème, c'est que j'aime aussi celle-là, parce que j'aime beaucoup les robes bustières. Ça me fait plaisir que tu mettes des robes enfin. Tu mettais tellement de pantalons. Moi qui suis très féminine, ça me faisait mal au cœur de te voir en garçon manqué. Mère et fille passent désormais plus de temps ensemble pour affiner le look d'Estelle, un rôle que Martine prend très au sérieux. Celle-là, c'est vraiment celle que je préfère. C'est vrai qu'elle te met en valeur. Et puis tu vois, la petite touche finale, là c'est féminin. Là c'est joli. Là ça a du style, ça a de la classe. Tu es magnifique comme ça, je te trouve très jolie. Merci. Pour Martine, Estelle a encore des choses à apprendre sur la mode. Aujourd'hui, direction un magasin de chaussures. Ça, c'est trop épais. Parce que moi, je préfère les trucs bien épais. Comme ça, on est sûr de pas tomber. Donc là, c'est même pas la peine, c'est trop bas. Alors écoute, les talons compensés, c'est pas mal. Regarde, il y en a des jolis. Pas trop flashy parce que ça va pas avec tout. Regarde. Elles sont sympas, celles-là, non? Oui, j'aime bien la couleur. Bah viens, on va les essayer, il y a un siège là-bas. Estelle se laisse finalement tenter par une paire de chaussures aux talons beaucoup plus hauts que prévu. Mais pour une fois, le résultat semble la séduire. C'est vrai que c'est joli et que ça fait des jolies jambes. Mais... Ça affine ta jambe. On dirait que tu as une présence, tu as un plus. Bah, on peut aller les acheter. Hein. Ah bah c'est un coup de cœur alors. Si Estelle fait tout ça, c'est aussi pour son copain Bastien, qu'elle a rencontré peu de temps après l'émission. Fière de sa nouvelle allure, Estelle n'a qu'une hâte, retrouver Bastien et voir sa réaction. Salut mon puce. Ça va? Oui, t'as mis des talons. Ça te va super bien. Merci, tu sais comment ils sont bons? Oui. J'ai flashé sur ce modèle. Elles sont très bien. Mais t'es à l'aise dedans? Oui, ça va. Au début, c'était un peu difficile de marcher. J'ai dû faire quelques petits allers-retours dans le magasin, mais ça a été.
Je commence à m'habituer à devenir un peu plus féminine. C'est vrai que t'es beaucoup mieux comme ça va super bien. Tu devrais continuer. Le jeu en valait donc la chandelle. C'est une nouvelle Estelle, plus confiante et plus épanouie, qui voit le jour. T'es vraiment belle comme ça. Merci mon cœur. Tranquille. Oui. Bonjour Estelle, merci de nous avoir rejoints sur le plateau de l'Histoire continue. Vous êtes ravissante, transformée donc par rapport à la dernière fois. Ça vous fait rire? Qu'est-ce qui vous fait rire? Sur le coup du stress. C'est bizarre de me voir en image. De vous voir en image? Ouais, surtout avec votre petit copain, j'imagine. Oui. C'est émouvant. Comment abordiez-vous votre participation à notre émission la dernière fois? Vous étiez contente de venir sur notre plateau? J'étais assez stressée. Comme maman m'avait prévenu, enfin, m'avait pas prévenu que je participe à l'émission. Enfin, m'avait inscrite sans me le dire. Bon, après, voilà. Quels ont été, déjà les souvenirs de votre passage sur le plateau et puis quelles ont été les réactions? Mon souvenir sur le plateau, c'était très bien. J'ai bien aimé le relooking, on avait plus confiance en moi et toutes les réactions étaient positives. C'est vrai? Qu'est-ce qu'on vous a dit après? On m'a dit que mon nouveau look, il m'allait bien, que je devais continuer à être ainsi, être plus féminine, porter plus de robes, jupes, etc. Donc vous avez suivi le conseil? Oui. Vous arrivez à l'appliquer tous les jours au quotidien? J'essaye. Est-ce que ça a changé votre relation aux autres dans votre entourage? Mes relations, non. Vous vous sentez peut-être mieux dans votre peau? Vous avez peut-être plus confiance en vous? Oui, c'est ça. Le petit copain, vous l'avez trouvé après le passage dans l'émission? En fait, le petit copain, je le connais depuis le 11 mai et je l'ai rencontré en vrai le 28 juin. Alors, et vous êtes passé dans l'émission quand? Le 29 mai. Voilà, donc, peut-être c'était plus sympa de le rencontrer après la transformation? Oui, c'est vrai. Et après cette transformation, comme ça, j'ai pu mettre plus de robes quand je suis avec lui maintenant. Quel regard portez-vous sur votre fille aujourd'hui? Je suis fière du pas qu'elle a effectué. Disons qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je la trouve mieux dans sa peau. Elle est beaucoup plus épanouie et beaucoup plus sûre d'elle. Et puis depuis qu'il y a Bastien dans sa vie, c'est un plus. D'accord. Donc vous vous êtes dit que vous avez eu bien fait de la faire venir? Ah, j'en suis certaine. Bon, écoutez, on vous souhaite... Et qu'est-ce qui reste encore à améliorer? Le quotidien, petit à petit. Enfin, encore des petites choses, des petits accessoires à mettre, des petites boucles d'oreilles, que ça soit naturel, qu'elle le fasse naturellement. Que je lui dise pas, tiens, il manque quelque chose aujourd'hui. Je pense que ça va venir avec le temps. Et puis j'ai l'impression de me revoir quand j'avais son âge. En tout cas, on est ravis d'avoir pris de vos nouvelles. Je vais à présent vous faire signer le grand livre de l'Histoire continue. À commencer par vous, Lydia. Voilà, merci d'être venue nous voir. Merci à tous de votre fidélité. À bientôt pour d'autres histoires. Tout de suite, comme tous les jours, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. Merci. J'ai été fille unique pendant 75 ans et à 75 ans, un monsieur m'a téléphoné. Quand on ne sait pas et qu'on a cette intuition-là qui vous tenaille vraiment, on se raccroche à n'importe quoi. Ils ont découvert sur le tard qu'ils avaient un frère ou une sœur cachée. Ce monsieur me dit, je suis à la recherche d'un monsieur qui s'appelle... je lui dis, mais monsieur, il s'agit de mon père. Il me dit, le mien aussi, madame. Quelle a été votre réaction? Un coup de massue sur la tête. Le monde s'est écroulé, c'est-à-dire que là, j'ai été complètement pulvérisée. Des retrouvailles émouvantes. Mon cœur s'est accéléré d'une manière plus qu'anormale. Et dès l'instant qu'on s'est vu, on s'est regardé, c'était mon frère. Il n'y avait aucun doute. Et tout ce temps perdu qu'il faut ensuite rattraper. Vous pouvez nous prendre en photo, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci. Il y a des moments où je m'interroge moi-même et je ne me figure pas avoir vécu sans lui.